Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Idawani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Quelle évolution de la lutte contre la corruption à Gao? C'est le thème qui sera abordé au cours de cette émission. La population de Gao dénonce une corruption inacceptable de la délivrance de documents administratifs, notamment des actes de naissance, cartes d'identité, certificats de résidence, entre autres. À cela s'ajoute la corruption au niveau des postes de contrôle, la justice, la maison d'arrêt, mais aussi à l'hôpital. Quelles sont les causes de la corruption à Gao? Quel est son impact sur le développement de la région? Quelle lutte efficace contre le phénomène? Les autorités de la région ont-elles le moyen de cette ambition? En direct de Gao, le grand dialogue de Studio Tamani pose le débat. Nous sommes installés à la direction régionale de la jeunesse de Gao. Nos invités, Ibrahim Harouna Touré, coordinateur régional de l'Observatoire de droits humains et de la paix au DHP à Gao, Khalil Meiga, trésorier de l'association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière, Moussa Boubacar, président du conseil communal de la jeunesse de Gao. À la présentation, je suis Mrana Kilomeiga. Toutes nos tentatives pour avoir un représentant au niveau de la justice et de la police sont restées vaines. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le grand dialogue. Moussa Boubacar, quelle lecture faites-vous du niveau de la corruption à Gao? Merci bien. Donc, je profite de votre micro pour saluer tous les téléspectateurs et tous les auditeurs de la radio Studio Tamani. Et je vous remercie vraiment de cette initiative ici à Gao. Vous savez, ici à Gao, la corruption, on a quand même plusieurs lectures là-dessus parce que, comme vous le savez, Gao, c'est une région qui a connu pas mal de difficultés, pas mal de problèmes de 2012 à nos jours. Il fut un moment que la ville, comme toutes les autres grandes villes du Nord, est tombée. Donc la ville de Gao était une ville où pour avoir accès aux documents administratifs, il faut passer par plusieurs tentatives, par plusieurs difficultés. Donc cette situation a encouragé certains à faire de ça un métier. Et à augmenter même sur les prix qui sont quand même connus par les textes. Parce que les populations aussi n'ont pas d'autre choix que d'aller ainsi. Bon, au retour de l'administration, le phénomène a continué. Parce que ces mêmes gens qui font le travail sont restés encore dans les bureaux de l'administration. Et qui continuent quand même à jouer un rôle très important en essayant de rendre service vraiment aux communautés, au lieu quand même que les communautés soient quand même directement impliquées dans leurs propres besoins. Donc ça, c'est une situation aussi qui au départ c'était pour arranger les populations parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen que de passer par des intermédiaires. Et après, même quand certaines structures sont venues, donc ce phénomène continue encore. Et jusqu'à présent, Gao, comme je l'ai dit, c'est une ville aussi très particulière. Comme vous le savez, depuis 2012 aussi, Gao, les services financiers ne sont pas toujours là. Alors que vous savez, il y a certains documents, pour les avoir, il faut passer par les services financiers. Même aujourd'hui, pour créer un simple GIE, il faut passer par des intermédiaires. Pour avoir des délivrances, pour avoir des dossiers par rapport aux impôts, aux taxes, il faut passer par des intermédiaires ou il faut passer par d'autres moyens. Donc tout ça, ce sont des phénomènes qui sont là en train d'encourager la corruption ici à Gao. Donc la lecture que je fais de ça, il va falloir une implication de tous. Une implication et aussi une prise de conscience. Nous allons parler plus tard de cela. Khalil Meiga, vous êtes de l'association de lutte contre la corruption et la délinquance financière. Pour Moussa Boubacar de la jeunesse, il dit que pour certains profitent de la crise pour faire de la corruption un métier. Est-ce que vous partagez cette idée?
Bonsoir tout le monde. Oui, effectivement, je partage cette idée du président du Conseil. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, à Gao, nous avons ce problème. Nous avons vraiment ce problème par rapport à la documentation au niveau de Gao. Si nous prenons les services financiers, comme il l'a si bien dit aujourd'hui, beaucoup de nos documents, nous sommes obligés de faire appel à Bamako, ou bien là, quelqu'un qui n'a pas un part à Bamako est obligé de passer par cette corruption, payer quelqu'un au niveau de la direction ici, qu'il soit agent ou pas, en tout cas, on le trouve au niveau de ces services financiers. Et là, nous sommes obligés de les payer pour pouvoir avoir certains de ces documents. Donc là, vraiment, ici à Gao, on souffre. Et on a toujours demandé, il faudrait que ces agents de ces services financiers, que l'État fasse tout pour qu'ils soient ici à Gao. Sinon, vraiment, à Gao, on souffre par rapport à ces documents. Okay. Merci. Ibrahim Harouna Touré, vous êtes coordinateur régional de l'Observatoire de droits humains de la paix. Qu'est-ce qui explique, selon vous, l'ampleur de la corruption à Gao au lieu de régresser? Bon, merci bien. Je commence par saluer l'initiative de pouvoir quand même nous intéresser en tant qu'une organisation qui œuvre dans le domaine. Bon, moi, personnellement, si vous me permettez, je vais intervenir à 3 niveaux. Okay. Le premier niveau, c'est... Vous avez dit que vous avez cherché à avoir un agent de la police ou de la justice. Je ne pense pas qu'ils pourront être présents à une telle activité. Et pourquoi? Parce que s'il y a un droit, s'il y a indexé, c'est à ce niveau-là. Parce que moi, j'ai la chance, j'ai la chance quand même de recevoir des victimes, c'est-à-dire des commissariats, des brigades, et surtout des postes d'entrée et de sortie, en allant vers le Niger. Des gens qui sont souvent, à qui on demandait réellement de payer des sommes importantes. Ce n'est pas simplement pour... Par rapport à quoi? C'est pas simplement par rapport aux documents, mais c'est comme si c'est la règle. C'est-à-dire, c'est comme si c'est la règle. Cette situation d'insécurité, qui ne dit pas son nom, tout le monde en profite. Et surtout, ceux qui sont de la force publique. Ne serait-ce que ce matin seulement, un jeune est venu se plaindre, en tout cas, d'une corruption. Au niveau de votre organisation? Au niveau de mon organisation, il a été victime, en tout cas, d'un porteur de tenue, ce matin seulement. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui demande? Bon, il lui demande, il lui demande que s'il payait une caisse de munitions, je précise bien, il pourra le faire intégrer dans l'armée nationale. Or, ce n'est pas le rôle de cet agent-là. L'intégration dans les forces de défense et de sécurité sont bien réglementées. Hein? Donc ça, c'est une façon de soustraire de l'argent. Parce que la corruption, c'est un comportement, c'est tout acte qui sort du cadre institutionnel pour faire pression sur un individu afin d'adhérer à votre cause. Donc, c'est-à-dire, je donne un autre exemple. Par exemple, nos frères nigériens qui viennent pour aller à la recherche de l'or blanc, par tête, par personne, si je veux dire, c'est 20 000 francs cash pour passer un poste. 20 000 francs cash, que tu aies pièce ou pas, tu payes 20 000 par personne. Il faut voir ce que ça fait. Des Africains qui voyagent en Afrique, qui cherchent de l'emploi, qui se rachètent du bonheur, on les fait payer. À chaque poste, imaginez-vous si vous avez 10 postes. 20 000 francs par 10, ça fait 200 000 francs par personne. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens profitent de cette insécurité et qui aujourd'hui, pour nous, échappe à l'autorité de l'État, à la responsabilité de l'État, pour dire que, surtout, vraiment, il y a une méconnaissance, si je peux dire, une méconnaissance vraiment des institutions qui accompagnent vraiment, que ce soit les rentrées dans des États ou que ce soit les délivrants des pièces. En tout cas, pour nous,
il n'y a pas de raison. Si vous me demandez personnellement, il n'y a pas de raison pour monter cette surenchère sur des citoyens simples. Mais la question fondamentale qu'ils disent, nous sommes en insécurité, et peut-être pour eux, dans l'insécurité, tout est permis. Au regard de ce que vous venez d'annoncer, est-ce que votre organisation arrive à remonter ces informations à qui de droit? Oui, bien sûr. Ne serait-ce que pour l'année 2022, chaque année, nous dressons un rapport annuel. Un rapport pour la région de Gao, y compris les cercles. Nous partons jusqu'au niveau des frontières. Nous rencontrons les usagers de la route avec lesquels nous discutons. Et dans mon rapport de l'année dernière, j'ai souligné les tracasseries à la frontière de l'Abezanga. Et banalement, tu payes 15 000 pour passer la frontière. C'est souligné dans mon rapport. Et ce rapport est adressé au garde des Sceaux, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, au ministre de la Sécurité, au ministre de l'administration territoriale. En tout cas, tous les ministères, parce que comme ils travaillent de façon horizontale et transversale, tout ministère que nous pensons peut s'impliquer afin que nos textes puissent être profitables à nos citoyens. Nous les adressons notre rapport, y compris le procureur de la République, ceux de Gao, on commence par Gao d'abord, même les organisations de la société civile, nous les adressons notre rapport pour comprendre vraiment le niveau que atteint cette corruption. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas visible, mais les gens souffrent de ça, parce que ceux qui s'adonnent, ils sont très intelligents, hein, ils ne sont pas bêtes, ils sont intelligents et ils ont un comportement. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez lui donner votre fille, Inch'Allah. D'accord. Pour Ibrahim Harouna Touré, il y a un jeune qui, ce matin, selon lui, a contacté son organisation qui serait victime d'un militaire qui lui demande de payer une caisse de munitions pour être intégré à l'armée. Est-ce que ces cas arrivent au niveau du conseil communal de la jeunesse? Merci bien. Donc, ce cas de figure, en fait, c'est une situation que nous vivons ici à Gao, en fait, parce que n'oublie pas que le Mali est dans un processus de DDR depuis la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation. Et donc, beaucoup de jeunes sont tentés aussi, parce que au-delà aussi du fait que ce qui est prescrit dans les textes, c'est d'enrôler quand même les combattants, les groupes armés. Mais au-delà de ça, il y a tout un marchand. Toute une activité d'affaires qui est mise en place. C'est ce que le doyen, qui est dans le domaine réellement, parce qu'il est dans le domaine des droits de l'homme, a dénoncé. Parce qu'il y a toute une affaire sur ça, parce qu'on sait aussi que la jeunesse est confrontée à un problème d'emploi, aussi à des manques de formation professionnelle. Donc depuis un moment, l'accompagnement de la jeunesse, c'est toute une difficulté, c'est tout un problème. Et vu les différentes crises que le Mali a traversées et la situation actuelle même du pays. Donc les jeunes cherchent de l'emploi. Donc à travers ça, il y a certains acteurs qui sont dans le domaine de l'enrôlement, qui propose de l'argent ou proposer quand même des choses pour les jeunes afin de pouvoir les soutirer de l'argent. Donc ça existe. Ça existe. Pas seulement au niveau du conseil communal. Ça, c'est une affaire qui existe partout aujourd'hui dans la région. Il y a des jeunes. Ils ont vendu leurs motos. Il y a même certains parents qui ont accompagné les jeunes à vendre même des maisons pour aller acheter des armes ou acheter des munitions afin d'être intégrés dans l'armée. Ça, c'est fait. Bon, ça est là. Bon, il y a quand même toute une affaire autour de ça. Des gens aussi qui profitent de ça. Comme le doyen a dit, chacun profite de l'insécurité. Donc, des conséquences sur la vie des populations? Bon, des conséquences sur la vie des populations, parce que c'est celui qui parvient quand même à s'en procurer des armes ou bien acheter une munition, qui n'a pas les formations qu'il faut pour pouvoir garder.
pour pouvoir bien conserver. Voyez-vous le danger que ça peut apporter quand même à la famille ou à l'entourage. Et un jeune aussi qui achète une arme, qui cherche à intégrer et qui malheureusement n'a pas pu quand même être intégré et il a son arme. Lui aussi, c'est pour quand même faire vraiment... C'est pour contribuer à l'insécurité, au fait. Donc, imaginez combien de fois la corruption est nuisible pour la société. Ça nous amène vraiment à des situations incontrôlables, quoi. Khalil Maïga, comment les organisations de la société, les organisations de lutte contre la corruption parviennent à lutter dans ce cas de figure à Gao, contre cette corruption? Aujourd'hui à Gao, comme le doyen l'a si bien dit, nous intervenons par des sensibilisations, mais à défaut de tout ça, ces problèmes, pour vraiment qu'il y ait un freinage à ces problèmes, il faut vraiment l'implication de plus hautes autorités de la région de Gao et puis voire même niveau national. Et l'exemple qu'il vient de vous donner aujourd'hui, lui il a parlé de munitions. Moi personnellement j'ai des amis qui pour intégrer l'armée, pas seulement l'armée, même au niveau de la munissement, certains nous le disent clairement. Pour intégrer la munissement, il y a des gens par qui il faut passer, on te dit ton salaire on te coupe à ça, à ça. Ça se passe aujourd'hui, on le dit à longueur de jour. Donc là, ce n'est que des exemples. Sinon, c'est partout. La corruption, c'est à tous les niveaux de la région de Gao. Et vraiment, nous les jeunes, on en souffre dans la région de Gao par rapport à cette corruption. Et quelles sont les dénonciations que vous faites dans ce cas? Les dénonciations, même si on dénonce souvent, mais les dénonciations n'ont pas de résultats. Vous dénoncez à quel niveau, par exemple? Moi, aujourd'hui, au niveau de Gao, à chaque fois que je remarque certaines choses, je montre l'information à mon supérieur qui se trouve à Bamako. Maintenant, lui aussi, il sait que là-bas, à son niveau, il essaie de remonter cette information. Il fait même à un moment donné que lui-même qui est à Bamako, il a été tabassé. Tabassé par qui? On ne sait pas. Donc là, vraiment, souvent, à certaines choses, quand on les voit, on a même peur aujourd'hui. Parce qu'à certains mots, même si tu les sais, tu t'étais là-dessus. Au profit, parce que si je dis certaines choses aujourd'hui, demain que je sorte ici de cette cour, on envoie quelqu'un me prendre, me tabasser, mais vous voyez ce que ça fait. Donc souvent on se teste sur certaines choses, mais on sait quand même que la corruption au niveau de la région de Gao, vraiment c'est trop. Malgré que votre association est reconnue? L'association elle est reconnue, malgré que c'est reconnu. Il y a plusieurs associations de lutte contre la corruption au niveau de la région, mais avec tout ça, il y a ce problème. Et Ibrahim, vous avez dit que vous avez fait des rapports en 2022. Vos rapports sont montés à quel niveau et quel est le retour que vous avez à ce niveau? Mais merci bien. Ne serait-ce que le samedi 20 de ce mois-là, dans la salle de conférence de la direction régionale de la jeunesse, j'ai réuni le président du bureau, le président du tribunal, le juge de Bourem, certains partenaires, les organisations de défense des droits humains pour présenter le niveau d'évolution de la situation. Parce que quand on parle de corruption, ça veut dire qu'il y a des lourdeurs. Donc je disais que ne serait que le samedi 20 mai 2023, dans cette même salle de la direction régionale de la jeunesse, nous avons fait une rencontre avec le président du tribunal le président du tribunal de Bourem, et les organisations de défense des droits humains et certaines victimes, parce que je n'ai parlé que simplement au niveau des forces de défense et de sécurité, y compris la police, la gendarmerie, mais ça c'est dans le cadre de la justice. Dans le cadre de la justice, parce que vous conviendrez avec moi que la lenteur dans les procédures voudrait dire qu'on s'attend toujours à une récompense, on s'attend toujours à une motivation. Nous avons montré par A plus B que cette situation favorise la corruption. Parce que celui qui est précis, il fait chaud à la maison d'arrêt et de correction des Gao, mais celui qui ne peut pas supporter, vous allez être tenté. Et là, dès que vous tendez la corde, la corde peut attraper. Nous l'avons fait ici, ça veut dire que nous dénonçons ça aux hautes autorités politiques et judiciaires de la région d'abord. Le gouverneur de région, il peut en témoigner. Les différentes correspondances que nous adressons, en tout cas par rapport à toutes les situations qui empêchent à l'être humain, aux populations de Gao de s'épanouir, de vaguer librement à leurs activités,
sans peur, sans autre chose. Parce que pour nous, ça c'est au niveau de la région de Gao. Au niveau national, j'ai bien précisé que nous adressons nos correspondants au garde des Sceaux. Il n'y a pas plus que le garde des Sceaux, parce que les institutions politiques et judiciaires en sont les premières à faire en sorte qu'il y ait un état de droit d'abord, qu'il y ait un état de droit, que les citoyens respectent les droits de l'homme, que l'État s'acquitte de ses obligations qui sont de protéger, de respecter, de promouvoir les droits de l'homme. Parce que tout ce qu'on dit là, question de corruption, c'est la malgouvernance. Ce n'est que la malgouvernance. Quand des institutions n'ont aucun souci que de racketter les usagers, ça veut dire que les institutions ont failli à leur mission. Donc pour dire que nous dénonçons au niveau où il fallait dénoncer. La justice, ça c'est le niveau suprême. Si on veut tout combattre, il faut passer par la justice. Et que disent la justice par rapport à vos rapports? Bon, c'est que sur le garde des Sceaux actuel, il est favorable à nos interpellations. Il a toujours fait des lettres circulaires qu'il adresse au niveau des procureurs, au niveau des procureurs, au niveau de toute l'étendue du territoire. Maintenant, la circulaire, c'est une chose, mais celui qui doit mettre la circulaire en marche, c'est autre chose. Moi, je crois que tant qu'il n'y a pas une volonté ferme des plus hautes autorités à sanctionner, je l'ai toujours dit, il faut sanctionner les fauteurs. Il faut sanctionner les indisciplinés. Il faut sanctionner ceux qui refusent que le citoyen puisse vivre dignement dans un état de droit respectueux des droits de l'homme. Quel est l'impact de la corruption, selon vous, sur le développement régional? Bon, ça, je pense que c'est la pauvreté. Ça, c'est la première conséquence, c'est la pauvreté. Deuxième chose, ça encourage la criminalité. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que la corruption veut dire que c'est la part de quelqu'un que vous êtes en train de prendre, de voler. Et cette personne-là, il ne peut pas rester les bras croisés. Comme nous l'avons dit, celui qui a une arme, mais il ne peut pas rester ventre vide. Il va chercher sa part. Donc, il y a non seulement la corruption là-dedans, il y a aussi, ça encourage, je le dis, ça encourage la criminalité et ça augmente aussi le niveau qui est déjà élevé du chômage. Parce que le problème de nos États, comme je l'ai dit, il y a les institutions politiques et judiciaires, il y a les institutions économiques, il y a les institutions sociales et communautaires. C'est-à-dire, ça joue sur le niveau de la morale et l'éducation, parce que tout le monde sait que le vol quand même, en tout cas à notre temps, le vol est interdit. À notre temps, le vol est interdit. Nous n'avons même pas, c'est-à-dire ça ne vient même pas à nos têtes qu'il faut voler. Mais aujourd'hui, c'est la règle, hein, je te le dis. Hein. C'est-à-dire c'est la règle sous une forme modernisée. Parce qu'on vous dit que bon, c'est-à-dire c'est pour lutter, c'est le prix du thé. Mais il n'y a pas de prix du thé. Les textes sont clairs en la matière. Les citoyens doivent bénéficier vraiment, en tout cas, des services de l'État. Ils sont là pour ça. Moussa Boubacar, est-ce que la population a-t-elle conscience des conséquences de cette corruption sur leur vie et sur le développement de la région de Gao? Bon, quand même, c'est une situation qui est toujours dénoncée par la population, en fait. On ne sait pas qu'est-ce qui fait que... Mais cette population tombe dans le piège. Oui, qu'est-ce qui fait que chaque fois la population tombe dans le piège? C'est ça c'est la question qu'il faut poser. Sinon, il y a pas mal d'organisations de la société civile qui dénoncent. Aujourd'hui, on sait qu'il y a certaines, surtout au niveau de la justice, il y a même certains qui préfèrent régler leurs problèmes chez le chef de quartier ou chez le marabout que d'aller à la justice. Parce que pour eux, la justice, c'est un lieu de corruption. C'est un lieu où ils n'auront jamais la satisfaction. C'est le même cas pour certains quand ils ont des problèmes pour aller même à la mairie, aller dans toutes les structures publiques de l'État, il y a quand même cette difficulté. Donc la population, je peux dire, elle est consciente du problème. Mais quelle est la solution? Parce que la solution, c'est aux deux niveaux, au fait. Il faut que chacun accepte, en allant vers les textes,
ce que les textes ont dit là. Il faut que chacun accepte vraiment d'appliquer, de respecter ce que la législation a dit. Bon. Il y a aussi la méconnaissance et il y a beaucoup de gens aussi qui en réalité ne connaissent pas réellement les textes. Il y a aussi ce phénomène-là. Mais quand on ne connaît pas les textes, quand on va dans une structure, il faut créer quand même les moyens à ce que l'usager quand même puisse savoir réellement le service, c'est-à-dire le prix, le coût que les textes qui est demandé dans les textes là. Il faut faire de telle sorte que l'usager puisse le connaître. Donc, d'une part, aux côtés des services publics, on profite aussi de l'ignorance aussi des populations. Il y a aussi ce phénomène-là. Mais tout à l'heure, le représentant de l'association de l'association de lutte contre la corruption disait qu'elle procède à des campagnes de sensibilisation. Que fait le conseil communal par rapport à ce cas de figure, cette corruption? Même hier, quand on a rencontré les plus hautes autorités ici à Gao, on a touché ce point-là, au fait. Le point, par exemple, la vie, aujourd'hui, c'est-à-dire il y a certains denrées de première nécessité ici à Gao qui coûtent très cher. Et au fait, rien n'explique pourquoi ces denrées-là sont très chères ici à Gao. Pendant que ces denrées ne sont pas soumises à des contraintes, à aucune contrainte, ni à des dédouanements. Bon. Mais il y a certains quand même qui rendent ces denrées-là très chères. Bon, ça, on a dénoncé ça chez les plus hautes autorités. On rencontre régulièrement aux plus hautes autorités en ce qui concerne même la circulation routière ici, comment les policiers traitent certains des usagers par rapport à la régulation. Et on fait des campagnes de sensibilisation. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on a l'occasion, on rencontre aux autorités des situations que nous vivons ici à Gao. Donc, il y a une question de volonté qui est là. Tant que la volonté est là, de deux niveaux, le micro. Tant qu'on ne va pas vers cette volonté-là, on ne pourra jamais lutter contre cette corruption. C'est ça le problème. Est-ce que vous avez dit qu'hier, tout près, vous avez rencontré les autorités pour discuter de ces questions qui vous tiennent à cœur? Quelle a été leur réponse par rapport aux dispositions qu'elles sont en train de... Les dispositions, c'est toujours la promesse. La promesse, c'est toujours prendre note. C'est toujours... ça se résume vraiment à la promesse au fait. Donc il faut vraiment des actes concrets aujourd'hui. Qu'on voit que dans la corruption... D'accord, je ne vous coupe pas la parole. Je rappelle juste à nos auditeurs et téléspectateurs que tous ces bruits qu'ils entendent font partie de ce débat, puisque nous sommes en train d'animer ce débat en plein air. Allez, continuez. Voilà. Donc je disais, il faut réellement que nous voyions une implication de l'État, une implication de l'ensemble des organisations de la société civile à conjuguer leurs efforts ensemble pour pouvoir freiner ces phénomènes-là. Il va falloir que des sanctions tombent, c'est-à-dire ce qui est dit dans les textes, parce que à chaque fois qu'on est confronté à de telles situations, si il y a des dénonciations, il faut que des sanctions tombent. C'est-à-dire qu'on n'est plus aujourd'hui dans la phase de sensibilisation et aussi dans la phase de parler seulement et partir. Il faut vraiment aller vers le concret. Il faut que des têtes tombent. Il faut que l'État crée aussi des conditions pour les communautés de dénoncer. Quand on dénonce ce qu'on dénonce, il ne faut pas que ça soit une simple dénonciation. Il faut que ça soit suivi, enquêté, jusqu'à aller vers des sanctions. C'est de ça dont on a besoin. Khalil Maïga, est-ce que les structures de lutte contre la corruption sont-elles efficaces dans cette lutte? Le micro, s'il vous plaît. Bon,
L'efficacité, ils sont efficaces, mais comme le doyen vient de le dire, les textes sont là, mais les personnes, les bonnes personnes pour les appliquer, ça le problème au niveau de nos juridictions. Moi, je dirais c'est le problème. Sinon, les associations de lutte contre la délinquance financière sont là et il y a des hommes compétents qui sont dedans aussi. Mais l'application de ces tests, c'est ce qui pose problème pour nous, surtout au niveau de la région des Gao. Et comme il l'a si bien dit, la corruption, aujourd'hui, tout le monde a donné quelques exemples. Maintenant, souvent aussi, dans nos structures, vous savez, tout est une question de motivation. Moi, je dirais que tout est une question de motivation. Il y a certaines qui, aujourd'hui, par exemple, si nous prenons la police nationale, il y a des jeunes qui ils ont aimé le corps. Ils ont aimé ce poste, être policier, ils sont dedans. Donc, comme il y a toujours des bonnes personnes et comme il y a toujours des mauvaises personnes aussi qui sont au niveau de la police, qui sont partis réellement pour chercher de l'argent aujourd'hui. Donc là, c'est cette motivation, est-ce que tous ces officiers qui sont là, réellement ils sont là pour l'amour de ce métier? C'est la question aussi, c'est cette question aussi que souvent on se pose. Sinon, pratiquement les textes sont là, il y a des textes vraiment pour ça, pour l'application de ces tests. Maintenant, c'est les hommes qu'il faut à la place. C'est ce que je dirais par rapport à cela. D'accord. On sait que Gao souffre de l'insécurité, comme cela a été dit. Quels sont aujourd'hui les moyens efficaces pour lutter contre la corruption? Pour lutter contre la corruption ici au niveau de Gao? Oui. Bon, là, il faut l'implication de tous. Que ce soit les citoyens lambda, que ce soit les hommes politiques, que ce soit au niveau des institutions. Moi, je dirais vraiment qu'il faut l'implication de tous et à tous les niveaux. Ibrahim, les autorités régionales combattent-elles le phénomène? Bon, c'est très difficile pour dire oui, pour la simple raison que dans une insécurité, je ne sais pas ce qu'on peut faire appliquer. Même si nous clamons haut et fort le respect des droits de l'homme, aucun droit ne peut se réaliser tant qu'on est dans l'instabilité, tant qu'on est dans l'insécurité. A fortiori, lutter, combattre ce phénomène, c'est difficile pour la simple raison que ça s'est même accentué aujourd'hui par l'enlèvement des grands opérateurs économiques de Gao et aux yeux aussi de tout le monde, de toutes les autorités, sans condamnation. Et la libération, c'est payer de l'argent et pas de n'importe quel montant. Vous conviendrez que ça a dépassé les cartes d'identité, ça a dépassé les caisses de munitions, ça a dépassé les calages. Maintenant, la barre est partie très haut. C'est des personnes humaines qu'il faut traquer. On se renseigne, s'ils ont l'argent, il faut les amener à côté. Et puis tu payes de l'argent. Pour ça, c'est clair pour être libéré. Vous avez vu quel niveau la corruption atteint. Aujourd'hui, à Gao, je l'affirme, hein, tous ceux qui ont de l'argent, tous les gros opérateurs économiques ont peur. La peur a gagné les esprits. Et aux yeux aussi des hautes autorités, les forces de défense et de sécurité. Mais personne ne condamne. C'est ce qui est encore plus grave. Personne ne condamne. Les gens vont et reviennent. Aucune enquête pour savoir réellement quelle stratégie il faut mettre en place. Ces autorités ont-elles peur? Ces autorités qui savent que tout ce que vous êtes en train de dire est une réalité à Gao, ont-elles peur de réagir? Si vous me posez la question, moi je dis c'est un manque de responsabilité. Ça veut dire qu'elles ne jouent pas leur rôle. Je précise que leur obligation, c'est protéger, respecter, faire promouvoir ces droits de l'homme. Les droits de l'homme, ce n'est que la sécurité des personnes et de leurs biens. Ce n'est que, en tout cas, la défense de la patrie en cas d'agression interne ou externe. Mais si, en pleine journée, on enlève des opérateurs économiques qui font marcher la ville de Gao, on les amène à côté, 2 nuits, 3 nuits, ils reviennent en payant de l'argent, l'État ne dit rien, l'État ne dénonce pas, aucune action, aucun renseignement, il y a lieu de s'inquiéter. Alors, il y a lieu de se poser des questions. Si la volonté est là, pour ne pas dire... Elles ont peur, je ne sais pas. C'est à eux de répondre à cette question. Mais pour moi, c'est une fuite de responsabilité. Ce n'est pas logique. Et nous l'avons toujours dénoncé. Vous avez parlé de malgouvernance. Aujourd'hui, quel type de gouvernance faut-il pour lutter contre cette corruption à Gao? Bon, la gouvernance primaire aujourd'hui, il faut la sécurité. Il faut d'abord la sécurité.
qui n'est pas encore là. Hein. J'ai dit, prends simplement la ligne Gao, pense simplement que je vais en Songo. Mais toute la nuit, tu te poses mille et une questions. Est-ce que je vais être arrêté? Est-ce que je vais être attaqué? Est-ce que je vais être embrigadé? En tout cas, tu te poses mille et une questions. Tant que tu n'es pas arrivé en Songo, mais tu n'es pas sauve. Imaginez-vous, c'est dans cette situation que j'ai envie permanemment. Aller et venir sans crainte, non, ça c'est fini. Nous vivons dans la crainte, dans la peur permanente. Je dis, moi je fais chaque semaine la ligne pour aller faire des monitoring des droits de l'homme, des personnes qu'on enlève dans les marchés, des bastonnades, des femmes la nuit, on rentre dans des maisons, on vous bastonne. Tout traitement inhumain et dégradant est supporté par ces populations-là, mais qui n'ont pas le choix. Et pourtant, on dit, c'est ce qu'on dit, l'armée monte en puissance. C'est ce qu'on dit. Il y a des drones, il y a des avions. On nous a fait voir beaucoup de belles choses. Mais ces belles choses ne voient pas l'ennemi. Donc il y a lieu de se poser beaucoup de questions. Vraiment, par rapport à la sécurité physique des individus. Je précise que dans la région Gao, nous vivons dans la peur, même moi qui parle. Mais simplement, nous, on est d'âge avancé, il n'y a aucun souci pour nous. Aucun souci pour nous. Si nous mourons, d'autres viendront. Sinon, c'est difficile. Hein? C'est difficile. Donc, moi, je pense que là, aujourd'hui, il faut d'abord ramener la sécurité. Et dès que nous avons la sécurité, les autres viendront d'elles-mêmes. Parce que aujourd'hui, il faut reconnaître, tu ne peux pas. Regarde simplement le nombre de groupes armés. Mais où est-ce qu'ils trouvent ces armes-là? Mais où est-ce qu'ils trouvent ces munitions-là? C'est des milices privées. Où est-ce qu'ils trouvent? C'est quelque part. Ce n'est pas des frontières. Ce sont des FAMA qui sont aux frontières. Ce sont des policiers qui sont aux frontières. Mais ces milices ont suffisamment de munitions, ont suffisamment d'armes. Ils font la belle vie, ils font les affaires. Les militaires en ont, tout le monde en a. Mais d'où ça vient? Vous pensez que dans cette situation-là, tu peux combattre la corruption? J'ai dit, je ne pense pas. Actuellement à Gao, il faut qu'on soit très sincère, que ce soit les raquettes des policiers, que ce soit les tracasseries au niveau des gendarmeries, que ce soit peut-être ceux qu'on paye au niveau des juridictions, parce que c'est souvent, si tu ne le fais pas, tu vas moisir en prison. Donc souvent, tu le fais contre toi-même, même si ce n'est pas légal, ce n'est pas loin de finir tout de suite, pour la simple raison qu'on a entretenu l'insécurité. Pour nous, le combat qui se mène aujourd'hui, c'est uniquement contre les terroristes. Nous, on ne connaît pas les terroristes. Hein. D'accord. On ne connaît pas les terroristes. Moussa Boubacar, que faut-il pour endiguer la corruption à Gao? Bon, franchement, tout est lié à la sécurité, quoi. Parce que la sécurité, ça résume tout. Ça résume tout. Et nous, on sait qu'aujourd'hui, on vit dans une insécurité qui ne dit pas son nom. Et je ne reviens pas sur ce que le doyen a dit. Le doyen a quand même fait une narration vraiment de notre situation vraiment sécuritaire que nous vivons ici à Gao. À cela s'ajoute le manque d'emploi. Le manque d'emploi. Aujourd'hui, la jeunesse souffre de manque d'emploi. Ça augmente aussi la sécurité. Il y a les infrastructures aujourd'hui à Gao qui sont carrément dégradées. Les infrastructures sont non seulement dégradées, et il est difficile aujourd'hui d'aller hors de la ville de Gao. Voyez-vous, cela veut dire que c'est comme à Gao, les gens sont pris... Tous ceux-ci ont un lien avec la corruption? Bon, un lien avec la corruption, parce que on a des besoins. C'est-à-dire, les gens ont des besoins. Il faut quand même chercher à satisfaire les besoins par tous les moyens. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance de régler ces problèmes avec les moyens légaux. Dans cette situation d'insécurité, de pauvreté, de manque d'emploi dans lesquels nous vivons ici à Gao. Donc il faut que les plus hautes autorités
s'investissent avec les communautés pour pouvoir trouver la solution. Parce que je sais que si on trouve une solution pour l'insécurité, la gouvernance, sur le plan de l'emploi. Vous avez foi aux autorités actuelles On a foi aux autorités actuelles. On sait qu'ils ont beaucoup fait parce que ce Gao vient de loin. De 2012 à nos jours, beaucoup a été quand même réalisé et les autorités ont fait beaucoup. Mais il reste encore beaucoup à faire. Parce que chaque fois, il y a des besoins, au fait. Il faut vraiment créer des initiatives, surtout pour la jeunesse, et aussi former les agents publics sur l'éthique et la déontologie, surtout. D'accord. Khalil Maïga, la région de Gao arrivera-t-elle à vaincre la corruption? Bon, à vaincre la corruption dans l'insécurité, je dirais pas tout de suite. Comme le doyen l'a si bien dit, pour vaincre cela, il faut vraiment la sécurité totale au niveau de la région de Gao. Et là, bon, la stabilité pour le moment, on est loin de là. Il ne faut pas qu'on se mal là-dessus. Franchement, là où nous sommes aujourd'hui, je sais que nous souffrons à Gao et les Mali tout entier qui souffrent. Là, maintenant, les autorités sont là. Bon, chaque fois, les femmes montent en puissance. On n'en dit ce qu'on vient pas. Les femmes montent en puissance. Peut-être c'est le prix à payer pour nous qui sommes au niveau de la région de Gao. Ou c'est le prix à payer pour ceux qui sont au nord. En tout cas, pour qu'il y ait vraiment cette stabilité, il faut vraiment qu'il y ait la paix. Pour qu'il y ait fin à la corruption, il faut vraiment une paix totale au niveau des régions. Et pour cela, vraiment, il nous reste beaucoup de chemin à faire. Beaucoup de chemin à faire. Ibrahim Touré, aujourd'hui, est-ce que les organisations de lutte contre la corruption ont le moyen, disposent des moyens pour lutter contre cette corruption à Gao? Non, est-ce que vous disposez de moyens? Pas du tout. Quels sont les moyens que vous disposez moi, l'organisation que je dirige, en tout cas, nous travaillons, nos textes disent que... Je rappelle encore à nos auditeurs, voilà, tous ces bruits-là qu'ils entendent font partie de ce débat. Allez-y. Par rapport à l'organisation que je dirige, nos textes sont clairs en la matière. C'est le système de bénévolat. Donc vous êtes d'accord avec moi que la limite du bénévolat constitue un facteur qui n'est pas de progrès. Et pour dire simplement que notre moyen que nous avons, c'est notre volonté. Le premier moyen qu'on a, c'est la volonté. Toutes les organisations qui œuvrent dans ce domaine-là n'ont autre moyen que la volonté. Ça, c'est le premier moyen. Le second moyen que nous avons, nous croyons, parce que nous sommes des êtres humains, qu'un jour viendra la sécurité sûre pour l'ensemble des populations, pour l'ensemble des services, et la confiance va être installée. Et dès qu'il y a la confiance, là, on peut regarder, on peut avoir l'œil sur une structure ou bien une structure étatique pour en tout cas interpeller, pour faire le contrôle qu'on appelle le contrôle citoyen. Le contrôle citoyen. Ne serait-ce que sur le budget, d'ailleurs cette année on a fait, au niveau de l'autorité CERC, nous avons lancé au niveau de l'autorité CERC un contrôle citoyen pour qu'ils nous disent quelles sont ses recettes, quelles sont les dépenses. Le PDCEC, c'est à quel niveau? Cette année même, on l'a fait. C'est pour dire simplement qu'il faudrait remercier encore les organisations qui travaillent à Gao. Voilà. Ils ont vraiment la volonté. Mais quand tu dis moins, c'est des ressources financières conséquentes. Nous, on n'en a pas, on n'est pas des bailleurs. D'accord. C'est à ce terme que prend fin ce grand dialogue qui réfléchit sur l'évolution de la lutte contre la corruption à Gao. Et nous étions avec Ibrahim Harouna Touré, coordinateur régional de l'Observatoire de droits humains et de la paix au DPH à Gao. Khalil Maïga, trésorier de l'Association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière. Moussa Aboubakar, président du conseil communal de
la jeunesse de Gao et nous étions en direct à la direction régionale de la jeunesse. Ce débat a été coordonné par Mariam Maïga. À la régie vidéo et à la mise en onde, Nouhoun Guiré et Gagny Kanté. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.